Je ne sais pas s'il fonctionne, non, je vais essayer d'élever la voix. Tout d'abord, bonjour à toutes et à toutes que je n'ai pas pu voir jusqu'à présent, parce que je suis arrivé très tôt ce matin et je suis allé directement chez PSA. Une visite que j'ai trouvée extraordinaire et c'est surtout un complément par rapport à ce qui s'est fait hier. Je n'ai pas pu y assister, mais je connais parfaitement ce que fait M. Young, puisqu'on était sur les mêmes thèmes de recherche. Et ça va parfaitement illustrer mon propos. Depuis un certain temps que maintenant je m'occupe des classes prépa et que j'inspecte en prépa, je constate évidemment, d'abord une grosse disparité sur les classes préparatoires. Je constate qu'il y a des enseignants qui réellement ont pris les directives qu'on avait données à bras-le-corps et qui ont développé des sites, des travaux autour de centres d'intérêt qui vraiment sont remarquables. Malheureusement, il y en a d'autres qui sont un peu à la remorque là-dessus. J'espère que ça, par contre, on va l'améliorer assez vite. On va essayer d'accompagner ces enseignants qui n'ont pas encore pris le train. Je crois que c'est indispensable parce que c'est bien entendu au travers de la qualité de nos étudiants, quand ils rentrent en classe préparatoire, que l'on juge votre travail. Et on a tendance quelquefois à faire un amalgame et ne pas distinguer le monde livré. Alors, il y a quand même un point qu'il faut améliorer, et là, je reviendrai donc sur ces deux présentations hier et ce matin. Vous avez eu hier la présentation d'un excellent automaticien. Vous avez pu remarquer qu'il n'était pas forcément mécanicien, surtout dans ce qu'il a proposé. On s'entendait dire, au travers des termes qu'il utilisait, qu'il n'était donc pas mécanicien. Pour autant, il a travaillé sur un système qui est quand même parfaitement mécanique. Et puis ce matin, j'ai rencontré deux ingénieurs chez PSA qui étaient vraiment des ingénieurs convaincus de ce qu'ils faisaient, des gens qui réellement possédaient parfaitement et maîtrisaient parfaitement leur discipline, mais ce sont de vrais mécaniciens. Pour autant, ils travaillaient sur des systèmes qui étaient à haute valeur automatique, sur des systèmes qui communiquaient. Et visiblement, ce n'est pas parce que j'étais sensibilisé à ces systèmes communicants, mais visiblement, sans cette technologie, cette haute technologie et sans cette partie communicante, rien de ce que j'ai vu ce matin ne pouvait se faire. Donc je pense que, sans pour l'instant revenir sur des programmes qu'il faudrait refaire, etc., je suis d'accord, on peut en discuter et il faudra qu'on fasse évoluer les programmes. On va s'y atteler, bien sûr. Il me semble indispensable que l'on revoie la manière dont on enseigne l'automatique en ce moment en sciences de l'ingénieur. Je ne veux pas cibler la PT ou la PSI, je veux dire globalement en sciences de l'ingénieur. Pour l'instant, je constate systématiquement que l'on a affaire à deux disciplines distinctes. D'un côté l'automatique, de l'autre côté, mettons la mécanique si on regarde en PTSI. Alors, le métier d'ingénieur, c'est justement d'être non pas le concepteur de base de l'automatique ou de la mécanique, mais c'est d'être l'utilisateur et c'est d'être finalement la personne qui va être capable de faire la fusion sur ces deux disciplines, au moins en tant qu'utilisateur. Et si je reprends l'exemple de Claude Young hier, qui a travaillé sur son train de laminoir, c'est un excellent automaticien, mais tout seul, il était incapable d'écrire le modèle de connaissance de son système. Le modèle de connaissance, ce sont les spécialistes, les mécaniciens qui vont l'écrire, parce qu'il n'y a qu'eux qui sont capables d'exprimer au travers du modèle mathématique de connaissance toute la science qu'il y a derrière, toute l'expérience qu'il y a derrière, car quelquefois ce n'est pas une équation mathématique qui va traduire le fonctionnement, mais c'est tout simplement le plan d'expérience qu'il va falloir mettre en place. Donc, je pense que cette étape de l'établissement du modèle de connaissance, pour l'instant, je ne vois pas, ou très rarement, je ne vois pas développer au sein des classes prépa. Or, c'est la phase indispensable pour pouvoir appréhender après un système avec son modèle de comportement, l'élaboration de ses lois de commande, des mesures, de l'identification et éventuellement l'amélioration de commande. Tant qu'on n'a pas écrit, tant qu'on n'a pas décrit correctement le modèle de connaissance, on ne peut pas avancer dans le projet.
non seulement on ne peut pas avancer dans le projet, mais on n'a pas fait la synthèse dont je parlais tout à l'heure. On a d'un côté un mécanicien, d'autre côté un automaticien, et ces deux hommes ne pourront dialoguer qu'au travers de l'établissement ensemble du modèle de connaissance. Après, une fois que le modèle de connaissance est fait, alors là, on commence à pouvoir dialoguer ensemble, on commence à pouvoir parler le même langage, et on va pouvoir définir ce que j'appelle un point de fonctionnement, faire des variations autour de ce point de fonctionnement, et arriver très rapidement à un modèle dit de comportement. Et là, quand on a le modèle de comportement, on peut élaborer des lois de commande en fonction d'un cahier des charges, en fonction de performances que l'on souhaite obtenir. Et là, c'est le travail de l'automaticien qui va devoir inverser le modèle. Ce que vous avez montré, Claude Young, hier, alors soit à partir du modèle d'État, soit à partir de fonctions de transfert. Ça, c'est plus le problème. On a linéarisé. Donc, on en est à un système de comportement vis-à-vis d'un point de fonctionnement. Et après, en fonction des performances, on peut aller pousser un peu plus loin le modèle et identifier, bien entendu, en permanence avec la maquette ou avec le système sur lequel on travaille, identifier les paramètres qui nous manquent. J'insiste là-dessus parce que si on n'arrive pas très rapidement à travailler ensemble et à faire en sorte que les élèves aient une perception moderne de l'automatique et non pas ringarde, comme je la vois de quelquefois, c'est-à-dire se limitant à des transformés de la place et se limitant qu'à un problème mathématique, même si dans certains sujets, c'est comme ça que c'est posé, eh bien, on n'aura jamais un automaticien, ni un mécanicien, et encore moins un ingénieur. Et c'est pourtant ce qu'on attend de nous, puisque ce sont des ingénieurs ou de futurs ingénieurs que nous formons. Alors, nous, on peut vous aider, bien entendu, sur ce plan, mais il faut quand même que, dès le départ, il y ait cette démarche, et cette curiosité scientifique, sinon on ne pourra pas avancer dans ce domaine. Alors, en ce qui concerne les classes ATS, là on va aller un peu plus vite puisqu'on a aujourd'hui la possibilité de revoir les programmes. On a l'autorisation du ministre, en tout cas de son DGESCO, et donc on va pouvoir mettre en place un groupe de travail pour proposer des programmes rénovés comme pour les TSI, un petit peu sur le même exemple, mais adaptés aux classes ATS très très rapidement. Et bien entendu, je vous propose que ces programmes soient centrés sur cette fusion qui peut exister entre le fondamental, qui sera pour les uns des mécaniciens, l'autre des génies électriques, puisque vous savez qu'il y a les deux populations, on verra après même s'il y a des chimistes ou des génies civils, et puis l'automatique qui reste finalement la discipline transverse de toutes ces formations et qui va faire le lien dans la formation d'ingénieurs. Donc ça, ces programmes vont être vus très rapidement. Il y a un dernier point que je voulais vous dire également. Ce matin, je vous ai dit tout à l'heure, tous les systèmes sont communicants. On n'a pas spécialement un automaticien ou un informaticien au pied du système et pour autant, il est utilisé et bien utilisé par des ingénieurs qui l'ont mis au point. Ça veut donc dire que dans notre formation d'ingénieur, il faut qu'on arrête d'enseigner l'automatisme archaïque avec des tableaux de Carnot et qu'on s'intéresse de beaucoup plus près qu'on ne le fait jusqu'à présent au protocole de communication. Profibus, sans aller jusqu'à la conception de Profibus, mais Profibus en tant qu'utilisateur, tout le monde devrait pouvoir, tout ingénieur, devrait pouvoir avoir entendu, non seulement avoir entendu parler, avoir pu analyser une trame, être capable de lire une trame et éventuellement de pouvoir dialoguer au moins sur la communication qui existe, le protocole qui existe entre les deux automates qui vont dialoguer ensemble pour se transférer les informations et pour passer d'un îlot de travail à un autre îlot de travail. Ce matin, je n'ai vu que ça chez PSA. Et il y a bien longtemps qu'ils n'ont pas entendu parler de tableau de Carnot. Ça ne les empêche pas de faire de l'automatisme et ça ne les empêche pas de faire de l'usinage. Donc, même si on n'a pas revu les programmes de fond en comble sur la partie automatisme, je vous engage quand même très rapidement à regarder de beaucoup plus près les systèmes communicants, la manière dont ils communiquent, et puis, on va dire, d'avancer dans ce domaine en attendant qu'on officialise tout cela. Voilà. Je vous remercie. Bien. Je crois que le message était...